Monsieur, cette montre, je l'ai fabriquée quand j'avais 7 ans. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je puisse les formuler complètement. Le collectionneur, un homme élégant d'une 60aine d'années, s'est interrompu au milieu d'une phrase qu'il adressait aux autres invités de l'exposition et s'est tourné vers moi avec une expression d'incrédulité totale. « C'est impossible », a-t-il répondu en pâlissant visiblement. Mais je savais que ce n'était pas impossible. Je regardais directement une petite horloge en bois peint à la main, avec des chiffres tortueux à l'encre bleue et de petits dessins d'étoiles jaunes autour du bord. Au dos, si ma mémoire était bonne, devait encore être inscrit un message que j'avais gravé avec une minutie enfantine. « Pour papa, avec tout mon amour, Gabriel. » Je m'appelle Gabriel Santos et, à 29 ans, je travaille comme serveur dans des événements haut de gamme à New York. Ce n'est pas exactement ce dont je rêvais quand j'étais enfant, mais cela me permet de payer mes factures et de côtoyer des gens qui ont plus d'argent que je ne peux l'imaginer. En général, je suis invisible pour ces invités, juste un autre visage en uniforme servant du champagne et des amuse-bouches coûteux. Mais aujourd'hui, à l'exposition d'objets uniques de la galerie Westfield, je ne pouvais pas rester invisible. Pas quand je regardais un morceau de mon enfance exposé comme une pièce rare d'artisanat enfantin d'origine inconnue, avec un prix de vente de 120 000 $. L'événement était bondé de collectionneurs, d'investisseurs dans l'art et de curieux ayant suffisamment d'argent pour acheter des objets que la plupart des gens ne verraient que dans des musées. J'ai ajusté ma cravate noire, pris un plateau de verre en cristal et commencé à circuler parmi les invités, comme je le faisais depuis 3 ans. Sourire poliment, offrir des boissons, passer inaperçu. C'était la routine. Jusqu'à ce que je voie cette montre. Richard Whitmore, propriétaire de l'objet et organisateur de l'exposition, expliquait à un petit groupe d'intéressés comment il avait découvert l'objet dans un vide-grenier à Albany. Selon lui, la famille qui le vendait ne connaissait pas la valeur réelle de l'objet et il avait eu la chance de reconnaître son potentiel artistique unique. « Regardez la naïveté des coups de pinceau », disait-il en gesticulant de manière théâtrale. Le choix des couleurs primaires, la façon dont les chiffres sont disposés de manière presque primitive. C'est une fenêtre sur un esprit créatif qui n'a pas été corrompu par l'éducation formelle. Primitif. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je me souvenais parfaitement du jour où j'avais fabriqué cette horloge. C'était à l'orphelinat Saint-Michel, pendant les activités artistiques du week-end. J'avais 7 ans et j'avais passé les 2 années précédentes à attendre que mon père revienne me chercher. L'assistante sociale, Madame Coleman, disait toujours qu'il était en train de régler quelques problèmes, et que nous serions bientôt à nouveau réunis. Ce samedi-là, elle avait annoncé que nous pourrions fabriquer des cadeaux spéciaux pour nos parents lorsqu'ils viendraient nous rendre visite. J'ai travaillé pendant des semaines sur cette horloge, mélangeant soigneusement les peintures, peignant chaque chiffre avec toute la précision que me permettait ma motricité de 7 ans. Les étoiles jaunes représentaient mon père, qui disait toujours que j'étais son étoile brillante. Pour papa, avec tout mon amour, Gabriel, avais-je écrit au dos avec un crayon de charpentier que j'avais trouvé dans l'atelier. Mais mon père n'est jamais venu chercher l'horloge. En fait, il n'est jamais réapparu. 22 ans plus tard, je servais du champagne à des gens qui admiraient mon art primitif sans avoir la moindre idée de qui l'avait réellement créé. Monsieur Whitmore poursuivait sa présentation, mentionnant qu'il avait fait des recherches approfondies sur l'origine de l'œuvre et conclut que l'artiste était probablement un enfant issu d'une région rurale, n'ayant peut-être pas accès à des matériaux de qualité, ce qui explique son charme rustique. Charme rustique. Comme si ma pauvreté était un élément décoratif. C'est alors que je n'ai plus pu me retenir et que je me suis approché du groupe. Et c'est là que j'ai prononcé les mots qui allaient faire comprendre à Richard Whitmore que sa découverte était sur le point de devenir le plus grand cauchemar de sa carrière de collectionneur. Si vous vous demandez comment un enfant orphelin peut faire tomber un collectionneur millionnaire, ne manquez pas la suite. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir toute la vérité derrière cette vengeance qui a mis 22 ans à se mettre en place. Car ce que Richard Whitmore ignorait, c'est que j'avais conservé bien plus que de simples souvenirs de cette époque. Impossible. J'ai répété le mot avec un calme que je ne m'attendais pas à avoir. Monsieur, je peux vous montrer exactement où mon nom est inscrit au dos. Richard Whitmore m'a étudié longuement, ses yeux bleus calculateurs analysant chaque détail de mon visage. À 62 ans, il était le genre d'homme que l'âge avait rendu plus imposant plutôt que fragile. Des cheveux gris parfaitement coiffés, un costume italien qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon salaire, et cette posture droite qui ne s'acquiert qu'après des décennies passées à évoluer dans des cercles où l'argent et l'influence sont des monnaies d'échange. « Jeune homme », dit-il enfin, d'une voix condescendante qui me fit serrer les mâchoires. « Je sais que des événements comme celui-ci peuvent être passionnants, mais je vous demande de ne pas interrompre ma présentation avec des fantasmes enfantins. » Des fantasmes enfantins. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Fantasmes. Ma voix fut plus forte que je ne l'aurais voulu,
ce qui fit se retourner certains invités à proximité. « Monsieur, je me souviens parfaitement du jour où j'ai fabriqué cette horloge. C'était un samedi d'octobre, il pleuvait dehors, et Madame Coleman avait apporté de nouvelles peintures à l'orphelinat. » Richard fronça les sourcils, mais quelque chose changea dans son regard. Un éclair de reconnaissance, de nervosité, orphelinat. L'une des invitées, une femme élégante avec des bijoux étincelants autour du cou, s'approcha avec un regain d'intérêt. Quelle histoire fascinante. Richard, tu ne m'avais pas dit que tu connaissais des détails sur le passé de l'artiste. Parce que je ne les connais pas, répondit rapidement Richard, mais je perçus la tension dans sa voix. Ce jeune homme est clairement confus. Comme je l'ai mentionné, j'ai acheté cette pièce lors d'un vide-grenier à Albany, à une famille qui la possédait depuis des décennies. Mensonge. Et à ce moment-là, en regardant l'homme qui tirait profit d'un morceau de mon enfance, j'ai commencé à comprendre que Richard Whitmore n'était pas seulement un collectionneur opportuniste. Il était bien pire que cela. Parce que je me souvenais de Madame Coleman. Je me souvenais qu'elle parlait toujours d'un bienfaiteur qui venait visiter l'orphelinat, quelqu'un d'important qui aidait à trouver des foyers adaptés pour les enfants. Et maintenant, en regardant Richard, des fragments de souvenirs ont commencé à s'assembler comme les pièces d'un puzzle que j'avais enfoui pendant plus de 2 décennies. L'orphelinat Saint-Michel n'était pas seulement un endroit où les enfants orphelins étaient temporairement hébergés. C'était une entreprise. Et Richard Whitmore n'était pas seulement un collectionneur d'art. Il était l'un des hommes qui avait transformé notre vulnérabilité en profit. Monsieur, ai-je insisté, ignorant les regards de plus en plus gênés des autres invités, vous n'avez pas trouvé cette pièce dans un vide-grenier. Vous l'avez prise directement à l'orphelinat Saint-Michel, n'est-ce pas? Cette fois, il n'y avait aucun moyen de le cacher. Le visage de Richard pâlit visiblement, et il jeta un rapide coup d'œil autour de lui, calculant clairement comment contrôler la situation. Sécurité, appelait-il en faisant discrètement signe à un homme corpulent en costume noir qui était apparu à proximité. Ce garçon dérange nos invités. Mais je n'avais pas fini. 22 ans de doute, de questions sans réponse sur les raisons pour lesquelles mon père n'était jamais revenu, sur les raisons pour lesquelles je n'avais jamais été adopté alors que j'étais un enfant en bonne santé et intelligent, sur les raisons pour lesquelles j'avais toujours eu l'impression qu'un élément crucial de mon histoire m'avait été arraché. Tout cela commençait à prendre sens d'une manière qui me donnait la nausée. Mon père était David Santos, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en force alors même que le gardien s'approchait. Il m'a laissé à l'orphelinat temporairement parce qu'il traversait des difficultés financières après un accident du travail. Il a dit qu'il reviendrait dans quelques semaines, lorsqu'il aurait trouvé un meilleur emploi. La femme aux bijoux me regardait maintenant avec une inquiétude sincère, et d'autres invités avaient interrompu leur conversation pour prêter attention à la scène qui se déroulait. Il n'est jamais revenu, ai-je poursuivi, en gardant les yeux fixés sur Richard, parce que vous lui avez dit que j'avais été adopté par une famille merveilleuse qui pouvait m'offrir tout ce qu'il ne pouvait pas me donner. Et vous m'avez dit qu'il m'avait abandonné et qu'il ne voulait plus avoir de contact avec moi. Richard a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai interrompu. Combien d'enfants, monsieur Whitmore? Combien de familles avez-vous séparées avec des mensonges afin de garder des enfants disponibles pour vos clients spéciaux? Et combien de nos effets personnels, de nos souvenirs, avez-vous collectés au fil des ans pour les revendre ensuite comme Art Outsider ou Trouvailles uniques? Le silence qui suivit fut assourdissant. Je compris que j'avais touché à quelque chose de bien plus important qu'une simple montre volée. Les yeux de Richard m'étudiaient maintenant avec une froideur qui confirmait tout ce que je venais de déduire. Vous êtes complètement incontrôlable, dit-il finalement, son masque de bienveillance tombant enfin. Sécurité, escortez cet homme dehors immédiatement. Et s'il revient ou continue à répandre ces calomnies malveillantes, nous appellerons la police. Le garde de sécurité posa la main sur mon bras, mais je ne résistais pas. Pas encore. Car tandis que je regardais Richard Whitmore, l'homme qui avait probablement détruit des centaines de familles pour alimenter sa collection malsaine, une compréhension cristalline se forma dans mon esprit. Il n'avait pas seulement volé ma montre. Il avait volé toute mon enfance. Mon père. Ma famille. Et il avait transformé tout cela en profit. Alors qu'on m'escortait vers la sortie, je me suis retourné une dernière fois pour regarder Richard dans les yeux. C'est toujours là, ai-je dit calmement. Au dos de la montre. Pour papa, avec tout l'amour de Gabriel. Mais nous savons tous les deux que vous n'avez jamais vérifié cela lorsque vous l'avez ajouté à votre collection, n'est-ce pas? J'ai vu le moment précis où Richard a compris que je connaissais vraiment des détails que seul le véritable créateur de l'œuvre pouvait connaître. Et j'ai également vu le moment où il a réalisé que sa petite opération lucrative venait de trouver quelqu'un qui n'avait pas l'intention d'accepter simplement le silence. Car ce que Richard Whitmore ne comprenait pas, c'est que lorsque vous volez l'enfance de quelqu'un, vous créez également un adulte qui n'a absolument rien à perdre.
Et je venais de décider qu'il était temps qu'il apprenne exactement ce que cela signifiait. À l'extérieur de la Westfield Gallery, assis sur un banc public sous la lumière jaune des lampadaires, j'ai ressenti tout le poids de ce que je venais de découvrir. Il ne s'agissait pas seulement d'une montre volée. Il s'agissait d'une opération systématique qui avait détruit des familles entières, y compris la mienne. J'ai pris mon téléphone portable et, pour la première fois depuis des années, j'ai tapé le nom que j'avais essayé d'oublier, David Santos Albany, New York. Ma main a légèrement tremblé lorsque j'ai appuyé sur « Rechercher ». Les résultats sont apparus instantanément. Nécrologie du Albany Times Herald, mars 2011. David Santos, 42 ans, est décédé dans un accident de chantier. Il laisse derrière lui un fils, Gabriel Santos, dont on ignore où il se trouve. On ignore où il se trouve. Mon père était mort en me cherchant, et je ne savais même pas qu'il était en vie. J'ai lu la nécrologie 3 fois avant que les mots ne me pénètrent vraiment. Mon père avait travaillé dans le bâtiment après l'accident qu'il avait temporairement rendu invalide. Il avait économisé de l'argent pendant 2 ans pour récupérer son fils du système d'adoption. Selon l'article, il se rendait régulièrement dans les bureaux des services sociaux pour tenter de trouver des informations sur ma localisation. Il n'avait jamais renoncé à moi. Richard Whitmore nous avait menti à tous les deux. Mon téléphone a sonné, me tirant de ma transe. C'était mon superviseur de la société de restauration. « Gabriel, je dois te parler. Le client de Westfield a appelé. Il dit que vous avez perturbé l'événement et porté de fausses accusations contre un invité important. Je vous retire de la liste pour une durée indéterminée. Mike, je peux vous expliquer. Il n'y a pas d'explication, Gabriel. Vous connaissez les règles. Aucune interaction personnelle avec les clients. Je suis désolé, mais je ne peux pas me permettre de perdre des contrats à cause de drames personnels. » La conversation s'est terminée. En moins de 2 heures, j'avais perdu mon emploi et découvert que mon père était mort en me cherchant. Richard Whitmore ne m'avait pas seulement volé mon enfance, il avait détruit toute chance de retrouvailles que j'aurais pu avoir. Mais alors que je marchais dans les rues de Manhattan, une froide détermination a commencé à remplacer le désespoir. Si Richard avait orchestré cette supercherie pendant des décennies, il devait y avoir des preuves. Il y avait d'autres personnes comme moi. Et peut-être, juste peut-être, existait-il encore des archives qui pourraient révéler toute la vérité. Le lendemain matin, je pris la route pour Albany. Les 3 heures de trajet me donnèrent le temps de digérer tout cela et d'élaborer un plan. L'orphelinat Saint-Michel avait fermé ses portes en 2010, mais les archives de l'État devaient encore être conservées. Plus important encore, je pourrais peut-être trouver Madame Coleman ou d'autres employés qui se souviendraient des bienfaiteurs spéciaux, comme Richard. Le bâtiment de l'ancien orphelinat était désormais un ensemble de logements sociaux, mais j'ai obtenu l'adresse de l'administration responsable des archives auprès de la mairie. L'employée, une femme d'âge mûr nommée Patricia, a d'abord hésité à m'aider. « Les dossiers des mineurs sont confidentiels », m'a-t-elle expliqué. Même pour les mineurs eux-mêmes, qui sont désormais adultes. « Je ne cherche pas à consulter des dossiers confidentiels », ai-je répondu, en gardant une voix calme malgré ma frustration grandissante. « Je recherche des informations sur les dons et les bienfaiteurs. Plus précisément sur un homme appelé Richard Whitmore. » Ce nom a provoqué une réaction immédiate. Patricia a froncé les sourcils et m'a regardé plus attentivement. « Vous connaissez ce nom ?» ai-je demandé. « Je le connais parce que... Eh bien, il y a eu une enquête il y a quelques années. Rien n'a été prouvé, mais des questions ont été soulevées au sujet d'irrégularités dans les adoptions. Pourquoi vous renseignez-vous à son sujet ? Parce que je pense qu'il m'a volé. Et beaucoup d'autres enfants. » Patricia m'a emmené dans une salle d'archives à l'arrière du bâtiment. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai fouillé dans des boîtes de documents sous son regard. J'ai trouvé des listes de bienfaiteurs, des registres de dons et enfin, un dossier intitulé « Enquête interne 2005 à 2006 ». Il contenait tout ce dont j'avais besoin, et même plus. Des rapports faisant état d'irrégularités dans les pratiques d'adoption. Des enfants maintenus dans le système alors que des membres de leur famille étaient disponibles pour les accueillir. Des effets personnels des enfants qui disparaissaient mystérieusement. Et au centre de tout cela, le nom de Richard Whitmore apparaissait à plusieurs reprises en tant que consultant en bien-être de l'enfant et facilitateur d'adoption spécialisé. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de trouver une copie de la lettre que mon père avait envoyée à l'orphelinat en 2004, 1 an après que j'ai été retiré de sa garde. Je vous écris pour demander des informations sur mon fils, Gabriel Santos, qui a été placé temporairement sous la garde de l'État en mai 2003. J'ai suivi tous les programmes requis, j'ai un emploi stable et un logement convenable. Veuillez m'informer quand je peux entamer la procédure de réunification familiale. Dans la marge de la lettre,
quelqu'un avait écrit à la main « Refusé ». Enfant déjà placé dans un foyer permanent. R.W. R.W. Richard Whitmore. Patricia a lu par-dessus mon épaule et a poussé un profond soupir. Gabriel, je ne devrais pas te montrer ça, mais... Elle a hésité. Cette enquête a été étouffée parce que des personnes importantes étaient impliquées. Mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles certains enfants auraient été délibérément maintenus dans le système à des fins spécifiques. Quel genre de fins? Des familles riches qui voulaient essayer d'avoir des enfants sans l'engagement légal de l'adoption. Elles payaient des frais mensuels substantiels. Et quand elles se lassaient ou rencontraient des problèmes, elles rendaient simplement les enfants. Comme s'ils étaient des marchandises. J'ai senti mon estomac se retourner. Et les effets personnels des enfants, vendus comme des souvenirs authentiques à des collectionneurs. Des dessins d'enfants, des jouets faits à la main, tout ce qui pouvait être commercialisé comme une expérience authentique de l'enfance défavorisée. Maintenant, je comprenais tout. Richard Whitmore n'était pas seulement un collectionneur d'art. C'était un trafiquant d'enfance volée, vendant nos souvenirs les plus précieux à des gens riches qui voulaient se sentir bienveillants. Patricia, vous avez dit que d'autres employés de l'époque sont toujours là. Madame Coleman a pris sa retraite, mais elle vit ici, à Albany. Et il y a un groupe informel d'anciens employés qui se réunit tous les mois. Nous l'appelons Survivor Support, soutien aux survivants. Pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les employés qui ont vu des choses qu'ils ne pouvaient pas dénoncer à l'époque. Elle m'a donné l'adresse de Madame Coleman et des informations sur la prochaine réunion du groupe, qui aurait lieu le jeudi suivant. Gabriel, m'a-t-elle dit alors que je partais, si vous voulez vraiment vous lancer dans cette affaire, vous aurez besoin de plus que de vieux documents. Vous aurez besoin de personnes prêtes à parler. Et vous aurez besoin de preuves actuelles. Elle avait raison. Des documents datant d'il y a 20 ans pouvaient éveiller les soupçons, mais il ne suffirait pas à faire tomber un homme comme Richard Whitmore. J'avais besoin de quelque chose de plus concret. C'est alors que je me suis souvenu des paroles de Richard dans la galerie. J'ai acheté cette pièce dans un vide-grenier à Albany, à une famille qui la possédait depuis des décennies. S'il mentait sur la façon dont il avait obtenu ma montre, il mentait probablement aussi sur d'autres pièces. Et si toutes ces découvertes, si opportunes, étaient en fait des objets systématiquement volés à des enfants vulnérables pendant des décennies? Ce soir-là, dans ma petite chambre d'hôtel à Albany, j'ai commencé à dresser une liste. Pas seulement des questions que je devais poser, mais aussi des ressources que je devais mobiliser. Internet avait beaucoup changé depuis 2003. Réseaux sociaux, archives numériques, groupes de recherche de familles adoptives. Il existait désormais des outils qui n'existaient pas quand j'étais enfant. Si Richard Whitmore avait bâti un empire sur des enfances volées, j'allais retrouver toutes ses victimes. Et ensemble, nous allions montrer au monde qui il était vraiment. Car ce que Richard ne comprenait pas, alors qu'il dormait dans sa luxueuse maison entourée des œuvres d'art volées, c'est que lorsqu'on vole un enfant, on plante les graines d'un adulte qui n'a plus rien à perdre. Et un adulte qui n'a plus rien à perdre et qui a accumulé 22 ans de colère refoulée peut être la force la plus dangereuse qui soit. En regardant la photo de l'avis de décès de mon père sur l'écran de mon téléphone, j'ai fait une promesse silencieuse. Papa, tu n'as jamais cessé de me chercher. Maintenant, je vais découvrir la vérité pour nous deux. La véritable guerre ne faisait que commencer. Et Richard Whitmore n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le jeudi suivant, je me suis rendu au centre communautaire d'Albany où se tenait la réunion du groupe Survivor Support. Je m'attendais à trouver peut-être 5 ou 6 anciens employés nostalgiques partageant des souvenirs difficiles. Ce que j'ai trouvé était complètement différent. 17 personnes assises en cercle. D'anciens employés, certes, mais aussi d'anciens résidents comme moi. Des adultes âgés de 25 à 40 ans qui avaient passé par le système entre 1992 et 2010. Et lorsque j'ai commencé à raconter mon histoire sur Richard Whitmore et la montre, les réactions n'ont pas été de surprise. Elles ont été de reconnaissance. J'avais un lapin en peluche, a déclaré une femme d'environ 35 ans, prénommée Jennifer. Ma grand-mère l'avait tricoté pour moi avant de mourir. C'était littéralement la seule chose qui me restait d'elle. Quand j'ai été placé dans une famille temporaire, dans le cadre du programme spécial de M. Whitmore, le lapin a disparu. Ils ont dit que je l'avais perdu. Ma guitare, a ajouté un grand homme noir qui s'est présenté sous le nom de Marcus. J'avais économisé pendant 2 ans pour l'acheter. Quand j'ai demandé où elle était, on m'a répondu qu'elle était inappropriée pour l'environnement familial chrétien dans lequel j'avais été placé. Madame Coleman, aujourd'hui âgée de 72 ans, mais toujours aussi perspicace, m'a pris à part après la réunion. Gabriel, je me souviens de toi. Et je me souviens aussi de la montre. Tu as travaillé dessus pendant des semaines. Elle hésita. Et je me souviens de ton père.
Il appelait sans cesse. Il venait en personne au moins une fois par mois pendant les 2 premières années. Pourquoi a-t-il arrêté? Parce que Richard a convaincu l'État que les visites étaient perturbantes pour le processus d'adaptation de l'enfant. Il a obtenu une ordonnance judiciaire interdisant tout contact direct jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de 18 ans. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Une ordonnance judiciaire basée sur quoi? Des allégations d'instabilité mentale du père. Richard a présenté des rapports psychologiques affirmant que David Santos présentait un comportement obsessionnel et potentiellement dangereux à l'égard de la récupération de son fils. De faux rapports. Complètement inventés. Je le savais parce que j'accompagnais personnellement chaque visite. Votre père était un homme brisé, désespéré, mais jamais instable ou dangereux. C'était juste un père qui essayait de récupérer son fils. Ce soir-là, à l'hôtel, j'ai créé un compte Facebook avec mon vrai nom et j'ai commencé à rechercher d'autres survivants de l'orphelinat São Miguel. En 2 heures, j'avais entamé 15 conversations privées. Des personnes qui se souvenaient d'objets précieux disparus, de séparations familiales inexplicables, de promesses non tenues. Plus important encore, j'ai découvert que 3 d'entre elles avaient reconnu leur bien vendu en ligne au fil des ans. Une poupée apparue dans une vente aux enchères des antiquités rares pour 8 000 $. Un journal intime artisanal vendu comme littérature outsider authentique pour 12 000 $. Une sculpture en argile proposée comme art primitif d'origine inconnue pour 25 000 $. Toutes ces pièces avaient été vendues grâce aux relations de Richard Whitmore. Mais lorsque j'ai essayé de trouver des preuves concrètes, j'ai rencontré ma première grande frustration. Richard était devenu beaucoup plus sophistiqué au fil des ans. Ses ventes passaient désormais par des intermédiaires, des ventes aux enchères réputées, des documents apparemment légitimes. Il avait appris à couvrir ses traces. C'est alors que j'ai reçu un appel inattendu. Monsieur Santos, je m'appelle David Chen, je suis journaliste d'investigation à l'Albany Tribune. Madame Coleman m'a communiqué vos coordonnées. J'ai entendu dire que vous aviez des informations sur des irrégularités dans les opérations de l'ancien orphelinat Saint-Michel. J'ai quelques soupçons, mais j'ai besoin de plus de preuves. Eh bien, j'enquête sur Richard Whitmore depuis 8 mois pour une toute autre affaire. Une fraude fiscale liée à sa galerie. Mais au cours de mes recherches, j'ai découvert des schémas étranges dans ses acquisitions d'œuvres d'art que je n'ai jamais pu expliquer. Quel genre de schéma? Des pics d'achat qui coïncident exactement avec les fermetures d'institutions caritatives, d'orphelinats et de maisons de retraite. Comme s'il avait accès à l'avance aux biens qui allaient être mis en vente. Puis-je vous rencontrer en personne? Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un café discret. David était un homme asiatique d'une 40aine d'années, méticuleux, avec des dossiers bien organisés et des chronologies détaillées qui rivalisaient avec celles des enquêtes criminelles professionnelles. Gabriel, votre histoire correspond parfaitement à ce que j'ai documenté. Richard n'agit pas seul. Il dispose d'un réseau de contacts dans les services sociaux, les institutions caritatives et même les notaires qui l'informent des propriétés et des biens qui seront mis en vente. David ouvrit un dossier et me montra des dizaines de documents. Au cours des 20 dernières années, il a découvert plus de 300 œuvres d'art dans des circonstances trop commodes pour être une coïncidence. La valeur totale de ces ventes? Environ 4 200 000 $. 4 200 000 $ bâtis sur des enfances volées. Mais voici le problème, a poursuivi David. Toutes ces preuves sont circonstancielles. Nous avons besoin de quelque chose de concret. Quelque chose qui prouve qu'il a sciemment volé des biens spécifiques à des personnes spécifiques. C'est alors que j'ai eu une idée. David, et si nous parvenions à lui faire avouer? Comment? Richard est arrogant. Vaniteux. Il aime se vanter de son perspicacité pour découvrir des trésors là où d'autres ne voient que des déchets. Et si nous créions une situation où il se sentirait en sécurité pour faire exactement cela? J'ai passé les 2 semaines suivantes à élaborer le plan avec David et 3 des survivants qui s'étaient joints à notre cause. Jennifer, qui avait perdu son lapin en tricot. Marcus, dont la guitare avait disparu. Et une nouvelle alliée, Rebecca, qui avait perdu une collection de pièces de monnaie rares que son grand-père lui avait léguées. Le plan était audacieux et risqué. Si vous suivez cette quête de découverte et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette bataille entre David et Goliath va se dérouler. En nous faisant passer pour des collectionneurs intéressés venant de différentes villes, nous allions l'approcher séparément pendant plusieurs semaines. Chacun d'entre nous aurait sur lui des preuves photographiques de nos objets perdus, mais prétendrait qu'il s'agissait de collections familiales que nous voulions vendre. L'appât serait irrésistible pour quelqu'un comme Richard. La chance d'acheter des pièces authentiques à bas prix à des personnes qui n'en connaissaient pas la véritable valeur.
S'il reconnaissait les pièces et essayait de les acheter en sachant qu'elles avaient été volées, nous aurions sa confession enregistrée. Rebecca serait la première. Sa collection de pièces de monnaie était suffisamment distinctive pour que Richard s'en souvienne certainement, d'autant plus qu'elle n'avait que 8 ans lorsqu'elle avait disparu et qu'elle avait pleuré pendant des semaines. « Et s'il ne mord pas à l'hameçon ?» demanda Marcus lors de notre dernière réunion de planification. « Alors nous passerons au plan B, » ai-je répondu. Une confrontation publique directe lors de sa prochaine exposition, en présence de nous tous, des médias invités et de suffisamment de preuves pour lui poser des questions extrêmement gênantes. Mais je comptais sur sa cupidité. En 20 ans d'activité, Richard était devenu trop confiant, trop habitué à l'impunité. La veille du premier contact, j'ai reçu un appel qui a failli tout changer. Monsieur Santos, ici la galerie Westfield. Monsieur Whitmore aimerait vous parler d'une éventuelle opportunité commerciale. Il a dit que vous aviez peut-être eu un désaccord auparavant, mais qu'il était disposé à le résoudre à l'amiable. Tentative de corruption. Ou menace déguisée. Dites à Monsieur Whitmore que je suis occupé pour le moment. Ai-je répondu. Mais que nous aurons bientôt beaucoup de choses à discuter. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre de la chambre d'hôtel. Il y a 22 ans, j'étais un enfant de 7 ans qui avait tout perdu. Aujourd'hui, j'étais un homme de 29 ans qui avait trouvé sa cause. Richard Whitmore avait bâti un empire en exploitant notre vulnérabilité. Il allait maintenant découvrir ce qui se passe lorsque ses victimes grandissent, s'organisent et décident qu'il est temps de régler leurs comptes. La guerre était sur le point de commencer pour de bon. Et cette fois, je n'étais plus un enfant sans défense attendant que les adultes fassent ce qu'il fallait. J'étais l'adulte. Et j'étais prêt à rendre justice. Le mardi suivant, Rebecca est entrée dans la galerie Westfield vêtue d'une robe bleue sobre et munie d'un porte-documents en cuir contenant des photographies soigneusement classées. David Chen était posté de l'autre côté de la rue avec du matériel de surveillance professionnelle, tandis que j'observais depuis un café voisin, le cœur battant à tout rompre. Rebecca avait répété son approche pendant des jours. Elle se présenterait sous le nom de Sarah Mitchell, une enseignante à la retraite du Vermont dont l'oncle récemment décédé lui avait laissé une petite collection de pièces de monnaie qu'elle souhaitait vendre rapidement pour payer des factures médicales. Monsieur Whitmore, je m'appelle Sarah Mitchell. J'ai obtenu vos coordonnées par l'intermédiaire d'une connaissance à Albany. J'ai entendu dire que vous étiez un expert dans l'évaluation d'objets de valeur historique. En regardant par la fenêtre du café, je vis Richard sourire et lui faire signe poliment de s'asseoir dans la zone de consultation de la galerie. Son langage corporel était détendu, confiant. Juste un autre client potentiel apportant des bibelots familiers. Rebecca ouvrit le dossier et montra les photos. Même de loin, je pouvais voir le changement instantané dans l'attitude de Richard. Il se pencha en avant, prit les photos et les examina attentivement, l'une après l'autre. Les pièces de monnaie de Rebecca étaient indéniables. Une collection de dollars américains en argent datant de 1880 à 1921, chacune en parfait état, que son grand-père avait rassemblé pendant 50 ans. Rebecca les avait perdus à l'âge de 8 ans, peu après avoir été placée dans une famille temporaire, dans le cadre du programme de Richard. Pendant 15 minutes, j'ai observé Richard examiner les photos, poser des questions, essayant clairement d'évaluer si Rebecca ignorait vraiment la valeur des pièces. Grâce à l'équipement de David, j'ai pu entendre des bribes de la conversation. Ce sont des pièces très spéciales. Le marché est limité pour ce type d'article. Je peux vous offrir 1500 $ pour toute la collection. 1500 $ pour une collection qui en valait au moins 80 000. Mais quelque chose a alors mal tourné. Richard s'est tu, a examiné Rebecca plus attentivement, et j'ai vu le soupçon commencer à se former dans ses yeux. « Mademoiselle Mitchell, dit-il lentement, puis-je vous demander comment votre oncle a obtenu cette collection particulière ?» Rebecca hésita une fraction de seconde, mais cela suffit. Richard l'avait remarqué. Il collectionnait les pièces depuis de nombreuses années, répondit-elle, mais sa voix avait perdu de son naturel. Richard se cala dans son fauteuil, ses yeux scrutant désormais chaque détail du visage de Rebecca. Je vis le moment précis où il la reconnut. « Rebecca, dit-il doucement. Rebecca Morrison. Vous aviez 8 ans lorsque ces pièces ont disparu de votre chambre à l'orphelinat Saint-Michel. » Le plan s'effondrait sous nos yeux. Rebecca a essayé de garder son sang-froid, mais Richard s'était déjà levé. « Quelle extraordinaire coïncidence !» a-t-il poursuivi, d'une voix si froide qu'elle m'a glacé le sang. Une enfant qui vivait dans un établissement où je travaillais réapparaît des décennies plus tard avec des photos d'objets qui ont peut-être été perdus dans des circonstances très particulières. C'est là que j'ai compris que nous avions complètement sous-estimé Richard. Ce n'était pas seulement un opportuniste. C'était un prédateur calculateur qui avait mémorisé chaque enfant, chaque objet,
chaque détail de son opération. Monsieur Whitmore, a tenté Rebecca, je pense qu'il y a eu un malentendu. Oh, il n'y a aucun malentendu, a répondu Richard en prenant son téléphone. En fait, je pense que vous et vos amis vous êtes peut-être lancés dans une tentative d'extorsion très mal planifiée. Mon cœur s'est arrêté. Il retournait la situation contre nous. C'est alors que mon propre téléphone a sonné. Richard. Gabriel Santos, a-t-il dit lorsque j'ai répondu. Je sais que vous nous observez depuis le café du coin. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Je suis sûr que nous pouvons régler cela de manière civilisée. Je n'avais pas le choix. J'ai traversé la rue et suis entré dans la galerie, où Rebecca était visiblement nerveuse et Richard affichait un air de triomphe contrôlé. Messieurs, a-t-il dit en me voyant entrer, quelle opération créative vous avez montée? Ça a presque marché. Presque? Ai-je demandé, en essayant de garder une voix ferme. Vous pensez vraiment que je ne garde pas de traces de chaque enfant qui est passé par les institutions où j'ai travaillé? Que je ne reconnaîtrai pas les visages que j'ai vus grandir? Richard a ri, un rire dépourvu d'humour. Gabriel Santos, fils de David Santos. Rebecca Morrison, petite-fille de Theodore Morrison. Tous deux avec des antécédents de, disons, des problèmes d'adaptation émotionnelle. Il était en train de construire un récit. Il faisait de nous les méchants. Et maintenant, continua-t-il, vous arrivez avec une histoire élaborée sur des objets volés, essayant de me faire chanter avec des accusations sans fondement. Elles ne sont pas infondées, répondis-je. Et vous le savez. Je sais que deux personnes instables essaient de rejeter la responsabilité de leurs propres difficultés dans la vie sur un membre respecté de la communauté. Richard reprit son téléphone. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais appeler la police tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de notre véritable avantage. Richard était tellement concentré sur le fait de nous intimider, tellement sûr de sa position de pouvoir, qu'il n'avait pas remarqué que David Chen était entré dans la galerie 5 minutes plus tôt et enregistrait tout depuis un endroit discret près de la section des sculptures. Monsieur Whitmore, dis-je calmement, avant de passer cet appel, pourriez-vous me montrer à nouveau le dos de ma montre? Votre montre. Il fronça les sourcils. Je ne vois pas de quoi vous parlez. La montre qui est exposée là-bas, dis-je en montrant la pièce qui se trouvait toujours dans la salle d'exposition. Celle que vous prétendez avoir achetée dans un vide-grenier, mais sur laquelle mon nom est inscrit au dos. Richard hésita. C'était un piège et il le savait, mais il ne pouvait pas refuser sans donner l'impression de cacher quelque chose. Très bien, dit-il finalement. Réglons cela une fois pour toutes. Il nous conduisit dans la salle d'exposition, retira délicatement la montre de son support et la retourna. Là, écrit à l'encre verte délavée mais encore lisible, se trouvait « Pour papa » avec tout l'amour de Gabriel. « Comment expliquez-vous cela » demandai-je. Richard examina l'écriture pendant un long moment, évaluant clairement ses options. « Beaucoup d'enfants s'appellent Gabriel » dit-il finalement. « Cela ne prouve rien. »« Pas tout seul » acquiesçai-je. « Mais combiné au fait que vous étiez mon assistant social, que vous teniez des registres détaillés de tous vos enfants et que vous venez d'admettre m'avoir immédiatement reconnu. Eh bien, cela commence à former un schéma intéressant. » Je vis le moment précis où Richard réalisa qu'il s'était incriminé. Son expression passa de l'arrogance à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la panique. « Vous n'avez aucun moyen de prouver que je vous ai volé cela. » En fait, dit une nouvelle voix derrière nous, il en a un. Nous nous retournâmes pour voir David Chen s'approcher, une caméra professionnelle toujours en marche. « Monsieur Whitmore, je suis David Chen, journaliste d'investigation à l'Albany Tribune. Je viens de vous enregistrer en train d'admettre que vous conservez des dossiers sur chaque enfant, des institutions où vous avez travaillé, de reconnaître instantanément M. Santos alors que vous prétendez ne pas le connaître, et de démontrer une connaissance intime des antécédents personnels de M. Santos et de Mlle Morrison. » Richard pâlit visiblement. Ajoutez à cela les documents que nous avons obtenus des archives de l'État, notamment des correspondances dans lesquelles vous recommandiez de maintenir certains enfants dans le système alors que des membres de leur famille étaient disponibles, et des registres de vente qui montrent une tendance à des découvertes, opportunes coïncidant avec la fermeture d'institutions. David fit une pause, laissant les implications s'imposer. Eh bien, cela constitue un dossier assez convaincant pour justifier une enquête criminelle approfondie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard regarda tour à tour Rebecca, David et moi, cherchant clairement une issue qui n'existait pas. C'est alors qu'il commit son erreur finale. « Écoutez, dit-il, sa voix ayant perdu toute son arrogance précédente, nous pourrions peut-être trouver un accord. Financier. Pour vous tous. Pour régler cela discrètement. » David sourit, continuant à enregistrer. « Monsieur Whitmore,
Vous venez de proposer un pot de vin pour éviter des accusations de vol à la télévision nationale. Je pense que notre conversation s'arrête là. Richard comprit enfin, de manière définitive, qu'il avait perdu. Pas seulement la bataille, mais toute la guerre. Son opération, menée depuis des décennies, était sur le point d'être dévoilée. Sa réputation allait être détruite et sa liberté était en jeu. En regardant l'homme qui m'avait volé mon enfance faire face à la réalité des conséquences, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas une satisfaction vengeresse, mais une sorte de paix silencieuse. La vérité allait enfin être révélée. Et Richard Whitmore était sur le point de découvrir que lorsque vous bâtissez un empire sur des vies volées, ces vies finissent par grandir et revenir vous réclamer leur dû. 3 semaines plus tard, l'histoire de David Chen faisait la une de l'Albany Tribune avec le titre « Une escroquerie vieille de plusieurs décennies exploitait des orphelins pour un profit de plusieurs millions ». Les répercussions furent immédiates et dévastatrices pour Richard. En moins de 48 heures, le FBI avait saisi tous les registres de la Westfield Gallery. Le département des services sociaux de l'État a ouvert une enquête approfondie sur les irrégularités commises pendant la période où Richard a travaillé comme assistant social. 17 anciens orphelins se sont présentés comme témoins, chacun avec des histoires similaires de biens perdus et de familles séparées inutilement. Richard a été officiellement inculpé de 16 crimes, dont vol, falsification de documents officiels, fraude à l'égard de programmes gouvernementaux et corruption d'un fonctionnaire. Lors de l'audience de mise en liberté sous caution, j'ai observé depuis le fond de la salle d'audience l'homme qui avait détruit des centaines de familles implorer le juge de faire preuve de clémence. « Votre honneur », a-t-il dit d'une voix qui n'avait plus rien d'arrogant, « j'admets avoir commis des erreurs de jugement, mais je n'ai jamais eu d'intention malveillante. » Le procureur a présenté des preuves montrant que Richard avait gagné plus de 4,8 millions de dollars en 20 ans en exploitant des enfants vulnérables. La caution a été refusée. 2 mois plus tard, pendant le procès, j'ai eu l'occasion de faire ma déclaration de victime. J'ai regardé Richard droit dans les yeux en parlant. « Monsieur Whitmore, vous n'avez pas seulement volé une montre. Vous avez volé la chance de grandir en connaissant l'amour de mon père. Vous avez volé 22 ans d'une vie qui aurait pu être complètement différente. Mais vous m'avez aussi appris quelque chose de précieux, que lorsque la justice tarde à venir, nous devons parfois la rendre nous-mêmes. » Le juge a condamné Richard à 15 ans de prison et à la restitution complète de tous les profits tirés de son escroquerie. La galerie Westfield a été définitivement fermée et toutes les pièces volées ont été rendues à leur famille d'origine ou données à des associations caritatives. J'ai récupéré ma montre lors d'une petite cérémonie privée. Lorsque je l'ai tenue à nouveau dans mes mains, après plus de 2 décennies, je n'ai ressenti ni colère ni tristesse. J'ai ressenti de la paix. C'était comme si une partie de moi-même qui avait été perdue était enfin revenue à la maison. Grâce à la restitution que j'ai reçue, j'ai pu réaliser un rêve que j'avais depuis toujours. J'ai créé la Fondation David Santos, spécialisée dans la réunification des familles séparées par le système d'adoption et dans la protection des droits des enfants placés en institution. J'ai engagé David Chen comme directeur des enquêtes, et ensemble, nous avons déjà réuni 43 familles qui avaient été séparées par des irrégularités similaires. Rebecca, Marcus et les autres survivants sont devenus conseillers de la Fondation. Nous avons transformé notre douleur collective en objectif, notre colère en action constructive. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre en prison. Elle venait de Richard. Il demandait pardon et disait avoir trouvé un sens à sa vie grâce à la réflexion. Je n'ai pas répondu. Le pardon est quelque chose que chacun doit trouver par lui-même, à son rythme. Mais il y a une semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une femme m'a contacté pour me dire qu'elle cherchait des informations sur le fils qu'elle avait été contrainte de donner à l'adoption en 1997. Son nom, Angela Martinez. Et le travailleur social qui l'avait convaincu que ce serait mieux pour l'enfant, Richard Whitmore. J'ai retrouvé son fils en 3 jours. Il vivait à seulement 2 heures de route et cherchait lui aussi sa mère depuis des années. Les retrouvailles ont eu lieu au siège de notre fondation et voir cette étreinte après 25 ans de séparation m'a rappelé pourquoi tout cela en valait la peine. La montre que j'avais fabriquée à l'âge de 7 ans se trouve désormais sur mon bureau. Elle n'est plus un symbole de ce que j'ai perdu, mais un rappel de ce que j'ai réussi à récupérer. Ce n'est pas seulement un objet, mais la compréhension que même dans les plus grandes injustices, il y a des graines de transformation. Richard Whitmore a tenté de tirer profit de notre vulnérabilité, mais il a fini par rassembler des victimes qui sont devenues des guerriers. Il voulait nous rendre invisibles, mais il a fini par mettre en lumière un problème systémique qui fait désormais l'objet d'une législation spécifique visant à le prévenir. Si cette histoire de justice et de transformation vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont des gens ordinaires ont trouvé la force d'affronter l'injustice et de construire quelque chose de mieux à partir de leur douleur. Car parfois, quand quelqu'un tente de vous voler votre passé,
vous découvrez que vous avez le pouvoir de reconstruire non seulement votre avenir, mais aussi celui de nombreuses autres personnes. Le garçon de 7 ans qui a perdu sa montre a grandi et est devenu l'homme qui protège les autres enfants afin qu'ils ne perdent pas ce qui leur appartient de droit, leur famille, leurs souvenirs et leur avenir.